L'évaluation fonctionnelle chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale s'est basée pendant des années sur des échelles cliniques et sur l'observation subjective. Des outils qui, bien qu'utiles, présentent une limite évidente. Ils ne reflètent pas toujours ce qui se passe réellement au niveau musculaire. Et c'est là qu'apparaît un double problème, car d'une part, des erreurs peuvent se produire dans la classification de l'état musculaire du patient, et d'autre part, l'entraînement peut être conçu sur des hypothèses qui ne correspondent pas à sa réalité neuromusculaire. Alors une question clé se pose et change complètement la perspective. Et si tu pouvais mesurer de façon objective quel muscle fonctionne, comment il fonctionne et à quel moment il défaille? Parce qu'à ce moment-là, tu arrêtes d'interpréter et tu commences à comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est précisément là que l'électromyographie de surface, ou EMG, entre en jeu. Un outil qui te permet d'analyser l'activité électrique du muscle aussi bien au repos que pendant la contraction, t'apportant des informations que tu ne peux tout simplement pas obtenir en te contentant d'observer le patient. Cela te permet de savoir si un muscle est hyperactif même en l'absence de mouvement, s'il est capable de s'activer lorsqu'on le sollicite ou s'il existe des différences significatives entre les deux côtés du corps. C'est particulièrement important chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale où les schémas musculaires sont souvent perturbés par des phénomènes comme la spasticité, une coactivation excessive ou une faible efficacité neuromusculaire. Pour mieux comprendre, passons à un cas pratique. Dans une analyse par EMG, on a comparé des patients atteints de paralysie cérébrale à des sujets sains en évaluant 3 muscles clés du membre inférieur, le soléaire, l'adducteur majeur et le biceps fémoral, dans 2 situations très précises, au repos et lors d'une contraction isométrique maximale. Cela permet non seulement de voir jusqu'à quel point un muscle peut s'activer, mais aussi comment il se comporte lorsqu'il devrait être relâché. Et c'est là qu'apparaît la première grande découverte, car au repos, les patients atteints de paralysie cérébrale présentaient une activité musculaire élevée du côté affecté. Autrement dit, le muscle n'est pas vraiment relâché alors qu'il le devrait. Il existe une augmentation du tonus basal qui reflète une spasticité ou une activation constante. Et ça a des implications directes. Le muscle se fatigue plus vite, consomme plus d'énergie et perd sa capacité de réponse efficace. Mais en plus, cette hyperactivité de base interfère avec la capacité à générer une contraction volontaire efficace lorsque le mouvement l'exige. La deuxième constatation est encore plus intéressante, car lorsqu'on demande une contraction maximale, il se produit quelque chose d'apparemment contradictoire. Ces mêmes muscles s'activent moins que chez les personnes en bonne santé, ce qui indique que même si le muscle est constamment allumé, il n'est pas capable de générer une activation suffisante quand cela est vraiment nécessaire, reflétant ainsi une faible efficacité neuromusculaire. Et c'est précisément la combinaison de ces 2 constatations qui définit l'un des schémas les plus caractéristiques de la paralysie cérébrale, une activité de base accrue associée à une moindre capacité d'activation volontaire. Autrement dit, un muscle qui travaille plus que nécessaire, mais produit moins que ce qu'il devrait, ce qui se traduit par une perte de capacité à générer de la force de manière efficace, une puissance réduite, une moins bonne coordination et une rupture de la symétrie entre les 2 côtés du corps, affectant non seulement la performance, mais aussi le risque de blessure. Parce qu'un système neuromusculaire inefficace est plus vulnérable face aux charges, aux changements de direction ou aux situations imprévues. De plus, ces altérations ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, et c'est là l'un des grands problèmes, car 2 patients peuvent sembler similaires lors d'une évaluation clinique traditionnelle, mais avoir des comportements musculaires complètement différents, ce qui explique pourquoi, dans certains cas, la classification fonctionnelle ne reflète pas réellement la performance du patient. Et c'est là que l'EMG fait toute la différence, car elle ne remplace pas le jugement clinique, mais ajoute une couche d'informations objectives qui permettent d'affiner considérablement l'évaluation, en t'aidant à identifier l'hyperactivité au repos, les déficits d'activation lors de la contraction et les asymétries pertinentes. Cela te permet de mieux comprendre le profil neuromusculaire du patient et de prendre des décisions beaucoup plus précises, en passant d'une approche basée uniquement sur ce que tu observes à un appui sur des données réelles de ce qui se passe à l'intérieur du muscle. Et lorsque tu comprends ce comportement, tu peux adapter l'entraînement de façon beaucoup plus spécifique en travaillant pour réduire l'hyperactivité de base, améliorer l'activation volontaire et optimiser la coordination entre les groupes musculaires. En définitive, chez les personnes atteintes de paralysie cérébrale, les altérations musculaires ne sont pas toujours évidentes à l'œil nu. Un muscle peut sembler fonctionnel, mais être hyperactif au repos et inefficace lors de la contraction, ce qui affecte directement la performance, la stabilité et le risque de blessure.
Et l'électromyographie te permet de détecter ces altérations avec précision et de transformer la façon dont tu évalues, entraînes et prends des décisions cliniques. Parce que dans ce contexte, il ne suffit pas d'observer le mouvement, il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur du muscle. Alors, si tu veux franchir ce cap, clique, demande des informations et découvre comment intégrer l'EMG dans ta pratique pour évaluer de façon objective, adapter l'entraînement et avancer vers une classification plus juste basée sur des données réelles.